Bonsoir, soyez les bienvenus. Il s'appelle Richard Macaire Lengo. Il est docteur en sociologie de l'Université Maringouabi de Brazzaville. Il est l'invité de ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention en suivant les médias ces derniers temps? Merci pour la question. Bon, on est dans une situation qui est de plus en plus caractérisée par la pandémie du Covid-19. Ça fait un peu plus d'une année. Mais ces derniers temps, ce qui a retenu mon attention, en fait, c'est la prise du pouvoir par les talibans, ou peut-être même la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, parce qu'ils étaient déjà là dans les années 2000. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, effectivement. Ouais. Voilà, alors c'est ce qui a retenu votre attention. Oui, ces derniers temps, oui. Ces derniers temps, c'est surtout ça. Il y a des craintes à cela? Bon, crainte parce que on sait que les talibans font la promotion du fondamentalisme religieux. Je dirais même de l'extrémisme religieux. C'est normal qu'on puisse avoir un peu de crainte. Ils ont une certaine logique. Ils sont extrémistes. Et on sait ce qu'ils ont comme velléité. Leur position vis-à-vis, par exemple, des droits de l'homme, vis-à-vis de la femme particulièrement. Bon, on ne peut pas également avoir déjà des préjugés. On va essayer de les attendre et voir. Chercher le pouvoir, c'est bon. Mais le gérer, c'est une autre chose. Et c'est peut-être là où le plus dur va commencer. Quel a été votre parcours pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, naturellement, j'ai fait mes études en République du Congo, les études primaires, secondaires et universitaires. Quand je suis arrivé à l'université Maringouabi en 1995, plus précisément, j'avais dans un premier temps l'intention de faire les langues. Faire les langues, je crois même que j'avais pris une inscription en langue vivante étrangère, en anglais. Bon, finalement, j'ai été conseillé par mon beau-frère, paix à son âme, qui m'avait dit à l'époque que c'est mieux que tu fasses quelque chose d'autre et ensuite tu pourras apprendre l'anglais. L'anglais, c'est une langue qu'on peut l'apprendre. Mais que tu te spécialises uniquement en anglais, je te déconseille ça. Et c'est à ce moment que je m'étais dit, bon, je vais faire les études de sociologie. Sinon, au début, ce n'était même pas une inspiration pour moi. Alors, donc, si on vous posait la question de savoir qu'est-ce qui vous a mené dans ce métier, vous direz? En sociologie, au départ, je vous le dis sincèrement, au départ, ma préoccupation, c'était d'abord avoir une licence de Maringouabi. Avoir une licence de Maringouabi. Dans n'importe quel domaine? Oui, dans n'importe quel domaine, mais j'avais priorisé un peu la sociologie parce qu'il y avait d'abord la curiosité. Je voulais de plus en plus chercher à creuser, savoir ce que c'est réellement, contrairement par exemple à la philosophie que nous avons fait déjà au lycée. Et finalement, j'ai eu à prendre l'inscription en sociologie. J'ai commencé à la découvrir au fur et à mesure. Et donc, satisfaire une curiosité. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps. Dans un premier temps, et bien après, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas... À quel moment vous avez su que c'était le chemin à faire, à suivre? Quand je faisais la maîtrise. Vous avez dit, bon, là, c'est bon. Voilà, je pense que... Je serai sociologue. Je m'étais dit que je ne me suis finalement pas trompé et que j'avais fait le meilleur choix en faisant la sociologie du travail et des organisations à l'époque, quand je faisais ma maîtrise. Alors, c'était quoi votre rêve de gosse? Mon rêve, sincèrement, ça va peut-être surprendre certains, mes proches. Mon rêve, c'était vraiment devenir
militaire. En tout cas, ça constituait une aspiration pour moi. Devenir Militaire, je dis. Ah, d'accord. Militaire. Hein, je voulais Vous absolument... vous voyez en tenue militaire, En tout cas, c'était un rêve pour moi. Ah, d'accord. Et même certains de mes... avec des galons, des étoiles. Bon, peu importe, mais c'est Mettre la un tenue. métier qui m'attirait énormément. En quoi? En tenant les armes ou en Bon, donnant pas des ordres? nécessairement. Il y a un certain nombre de paramètres ou encore des aspects qui m'avaient attiré. Bon, on peut parler par exemple un peu de la bravoure, un peu de ce courage-là, aller servir le pays, voilà. Bon, en fait, Pas c'était peur tout de ça. la mort, parce que par définition, le militaire, c'est celui qui fait la guerre. Il y a un peu une image. Et vous, mais vous voulez seulement mettre la tenue. Non, moi je pense que ça c'est une conception caricaturale Ah, d'accord. du métier des armes. Mm. Hein? C'est une conception à la limite même biaisée. Je dirais même que ce sont des clichés. Être sociologue, à quoi ça sert? Voilà une bonne question. Une bonne question dans un environnement comme le nôtre, où les gens, c'est-à-dire les acteurs sociaux, vont à l'école pour chercher à avoir un emploi demain. C'est très difficile. La sociologie chez nous, encore chez les autres en Occident, c'est un peu plus développé, mais chez nous, ça commence à se développer maintenant parce que vous avez des étudiants qui viennent en première année en PPSA, pour le cadre de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Ils sont nombreux en PPSA. C'est un tronc commun. Quand ils arrivent en deuxième année, vous allez vous rendre compte que beaucoup ont tendance à aller vers la philosophie. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils finissent avec la licence, étant donné que la sociologie n'est même pas enseignée au lycée, à ce que je sache, chez nous ici, avec leur licence en philosophie, ils auront la possibilité, à défaut même d'être recrutés au niveau de l'État, puisque c'est là le problème, ils pourront même enseigner dans les écoles privées et essayer de prendre en charge leur vie. En faisant ce genre d'études, pas penser que c'est de la blague. Vous êtes bien rémunérés. Bien rémunérés. Et certains de nos étudiants n'ont pas, sauf ceux qui sont en sociologie, parce que nous essayons de leur vendre cette image-là de la sociologie pour enlever ce qu'ils ont dans leur tête comme cliché. Hein. Cliché, ils ont des clichés. La sociologie va m'emmener où? Elle va m'emmener où? Mais aujourd'hui, de plus en plus, certains qui sont par exemple en Master 1, en Master 2, ils se rendent compte que finalement, en ayant choisi la sociologie comme option, ils n'ont pas totalement eu tort. Quel est le regard que le docteur Richard Macaire Lengo porte-t-il sur la société dans laquelle il vit? Bon, la caractéristique de la société actuelle, en tout cas si on essaie de établir le parallélisme avec la société congolaise du passé, vous allez vous rendre compte qu'il y a un contraste énorme, particulièrement à cause de l'effritement des valeurs morales et éthiques. Par le passé, il y a eu ce qu'on appelle la morale païenne. La morale païenne jouait de beaucoup. Même si on ne priait pas, on avait une certaine éthique dans la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, tout cela a été balayé d'un revers de main. On est en train de faire presque même la promotion inconsciente de la déviance. Les autorités publiques l'ont dit avec la phrase chère au président de la République du Congo. La rupture, quand on parle de rupture, c'est quoi? La rupture avec les comportements déviants. Parce que donc, en un mot, la société dans laquelle vit Macaire Lengo est? La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, elle est en pleine mutation. En vous pleine vous retrouvez mutation. pas? On se retrouve naturellement, mais on est dans une société qui connaît les différentes mutations que connaissent le monde, puisque la société congolaise, elle est dans un monde en pleine effervescence,
il y a différentes mutations et ça n'épargne pas la société congolaise, si bien qu'il y a une incidence sur le comportement des acteurs sociaux. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui, par exemple, priorisent l'argent qui est devenu comme une divinité. Une divinité. On rend un culte à l'argent aujourd'hui. On va y revenir. Donc, c'est négatif en un mot. Bon, globalement, mais on ne peut pas dire qu'il est bon, négatif dans le sens où, parce que si c'était négatif, tout bien totalement négatif, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, ce que je suis en train de déconstruire, c'est simplement l'ascendance, même pas l'ascendance, c'est-à-dire que l'émergence et l'amplification des comportements déviants. C'est quoi pour vous un bon sociologue? Un bon sociologue, c'est celui qui fait des études sans mettre ses sentiments. Toute objectivité. C'est celui qui révèle les faits sans qu'il mette ses sentiments, sans qu'il mette ses états d'âme, sans passion, sans préjugés. Et ça, Émile Durkheim nous le conseille très bien. Hein, il nous le conseille très bien quand il dit que soit au moment où il détermine l'objet de ses recherches, un peu comme la déontologie. Voilà, soit dans le cours de ces démonstrations, le sociologue doit s'interdire résolument l'emploi de ces concepts qui se sont formés en dehors de la science et pour des besoins qui n'ont rien de scientifique. C'est une mise en garde que, en faisant de la sociologie, on doit s'efforcer à être neutre, à ne pas être subjectif, à ne pas mettre ses sentiments, à ne pas mettre ses états d'âme. Révéler les choses telles qu'elles se présentent à vous. Ne pas ajouter quelque chose, parce que si vous ajoutez quelque chose, vous courez le risque de tomber comme dans tous les domaines. Des analyses biaisées et qui n'ont rien à voir avec la sociologie. C'est quoi le plus difficile dans ce que vous faites? Ça dépend. Quand il s'agit, par exemple, de faire des études qui touchent à certains acteurs puissants dans les pays comme les nôtres, c'est très compliqué pour un sociologue. On vous demande, par exemple, de faire une étude sur, je prends par exemple la gestion d'un État ou d'un pays par les acteurs politiques. Oui, c'est délicat, c'est très très délicat, c'est très délicat pour vous. C'est comme un enquêteur. Oui, un enquêteur. Maintenant, pour que vous fassiez une bonne étude, il faut que vous ayez, comme je l'ai dit, un certain nombre d'informations et il faudrait encore qu'on puisse vous les donner. Si on ne vous donne pas ces informations, quel que soit votre niveau ou votre dextérité en tant que sociologue, ce ne serait vraiment pas évident. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez faire votre rapport sur la base de quoi? Nécessairement sur la base des données de terrain. Des clichés. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous imaginez, vous n'êtes plus dans la sociologie. Alors, Richard Maker-Lengo, titulaire d'un diplôme d'études approfondies, DEA, de sociologie en 2014, et depuis le 11 août dernier, vous êtes devenu docteur en sociologie de l'université Marine Ngouabi de Brazzaville. Alors, votre thèse, l'Église évangélique du Congo, EEC, l'éthos protestant à l'épreuve des pratiques, entre guillemets, du monde et des mutations sociales. Avant d'aller plus loin, en quoi l'éthos protestant est-il différent des autres? C'est Max Weber qui le dit. L'éthos, c'est un système de valeurs propre à une religion. L'éthos protestant, c'est donc un système de valeurs propre aux protestants, à la religion protestante. La manière d'être des protestants. Exactement, la manière d'être des protestants, leur façon de faire. Et cet éthos a une particularité. Pourquoi? Parce que l'éthos protestant fait la promotion de la retenue face à tout ce qui est du monde, la retenue face à la mondanité, la retenue face aux pratiques déviantes. Vous avez mis entre guillemets monde. Hein? Effectivement, ce n'est pas anodin également. Hein? Le fait, pour moi, dans cette thèse, de mettre monde entre guillemets, c'est pour le nuancer, sinon de le différencier, avec le concept de monde pris sous l'angle géographique. Le monde mis entre guillemets, c'est un concept que j'ai eu à emprunter au Saintes Écritures. Je ne suis pas en train de faire une prédication,
vous êtes congolais, j'espère que vous êtes, je suppose, pas j'espère, je suppose que vous êtes chrétien. Dans la terminologie chrétienne, il est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont faites, qui sont dans le monde, pardon. Si quelqu'un aime le monde, la vérité du Christ n'est pas en lui. Le monde dont il est question ici, et dont j'ai encadré par les guillemets, il s'agit de tout ce qui est incompatible avec les valeurs morales et éthiques, tout ce qui est incompatible avec la loi de Dieu, tout ce qui va à l'encontre de la norme sociale. Voilà de façon résumée. Donc les protestants ont... Ça pouvait être l'éthos kimbonguiste, ça pouvait être l'éthos salutistes, l'éthos de l'église de Reveil. Vous êtes protestant? Oui, je suis protestant. Ah d'accord, c'est pourquoi vous avez choisi l'éthos protestant. Bon, vous savez, Max Weber, je vais vous conseiller de lire cet ouvrage-là, a écrit sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. En fait, dans cet ouvrage-là, je résume, il établit le lien entre les convictions religieuses des protestants et l'éclosion du capitalisme moderne. Si le capitalisme a eu à éclore, selon Max Weber, c'est parce que les protestants étaient caractérisés par la sobriété, la retenue face à la mondanité, et cet ethos-là leur a permis d'économiser et ensuite d'investir. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait éclosion du capitalisme moderne selon Marx. Donc l'éthos protestant, c'est un ethos de sobriété. Hein, et au niveau du Congo, ça a été toujours des modèles des protestants? Oui, une bonne question. Une bonne question. Et c'est même ça qui a fait un peu l'objet de mon étude, encore de ma thèse. Hein, de ma thèse, parce que on m'a reproché le fait de ne pas confondre recherche et étude. Ah, effectivement, j'ai retenu la leçon. Non. En fait, les protestants ont été pendant longtemps au niveau de notre pays comme des modèles. Je prends le cas des chrétiens de l'église évangélique du Congo. Des bons gestionnaires. Des bons gestionnaires dans l'histoire de notre pays. Ils ne consommaient pas trop de bière. Voilà. Et ça, par à le l'époque, passé, on détestait des fêtes organisées par des protestants parce qu'on n'y trouvait pas de bière, d'alcool. Exactement. Il y a cet ethos-là qui a caractérisé les chrétiens de l'église évangélique du Congo pendant une longue période, à commencer par le réveil spirituel du 19 janvier 1947, où il y a eu éclosion de cet ethos-là. Pendant longtemps, les protestants étaient respectés. On les reconnaissait comme des bons gestionnaires, des modèles, même au niveau de l'administration publique. Pendant longtemps, ça c'était connu. Ça c'était connu. Lors de ma soutenance, j'ai cité une autorité politico-administrative qui avait dit, après que cette autorité ait appris que, bon, l'argent qu'on avait donné aux protestants pour la réfection du temple de Poto-Poto, et qui est considéré comme un monument historique par l'État congolais, cet argent n'avait pas été bien géré. Mais cette autorité politico-administrative s'était exclamée, même les protestants, vous voyez, ça paraît un peu insolite, mais c'est très significatif. Ça veut dire que les protestants, c'était les gens sur qui l'on comptait énormément, surtout en matière de gestion financière. Ça, c'est connu. Y a-t-il des présidents dans votre pays, le Congo-Brazzaville, qui ont été protestants? Oui, je prends le cas de Massamba Deba. Le président Massamba Deba a été protestant. C'était le seul? À ce que je sache... Lissouba n'était pas protestant? Je n'ai aucune idée, je ne peux pas vous répondre sur ce que je ne sais pas. Mais je sais que Massamba Deba... Dans vos recherches... Oui, Massamba Deba était protestant, ça je le sais. Maintenant, aujourd'hui, pour revenir avec ce que vous étiez en train de dire, cet ethos-là a pris un coup. Cet ethos-là a pris un coup et c'est ça qui justifie même le fait que nous ayons choisi ce sujet. D'accord, donc on peut dire que c'est ce qui a motivé
Exactement, exactement. C'est l'une des motivations. Il y en a certainement d'autres d'ordre académique, mais c'est l'une des motivations qui a fait que je puisse... mais d'aucuns diront, mais pourquoi avoir choisi ce sujet pour y avoir consacré toute une thèse? Toute une thèse Et effectivement, c'est un enjeu, un enjeu social et même éthique, hein, très capital et très important. Pourquoi? Parce que les églises, par vocation, sont là pour faire la promotion des valeurs morales et éthiques. Elles ont pour rôle essentiel, puisqu'il s'agit des églises, de conscientiser les acteurs sociaux, c'est-à-dire les individus. Mais dès lors que ces instances qui ont pour vocation de conscientiser, de faire la promotion des valeurs morales et éthiques, se trouvent dans une dérive éthique, dans une crise éthique, ça doit interpeller les chercheurs. Ça doit absolument interpeller les chercheurs pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui explique ces hiatus-là, par exemple, pour le cas de l'étude, la recherche ou encore la thèse que j'ai eu à faire. Qu'est-ce qui explique le contraste ou encore le hiatus entre l'image que présentait l'Église évangélique du Congo par le passé et celle qu'elle présente aujourd'hui, où on sent qu'il y a un fossé. À quel moment vous avez choisi de faire de ce sujet votre thèse? Est-ce qu'il y avait d'autres thèses, d'autres sujets? Vous avez l'embarras du choix ou c'était calculé, il faut que je fasse, c'était longuement étudié? Non, je n'ai eu aucun embarras du choix. Pour preuve, j'ai commencé avec le sujet, ou ce sujet-là, quand je faisais le DA. Ah d'accord, donc ça fait plusieurs années que vous êtes... En 2014, j'ai fait, j'avais ciblé un seul axe. J'ai été donc obligé de continuer avec ce sujet. Vous avez gratté le vernis, comme vous dites. Oui, parce que ça constituait vraiment une préoccupation pour moi. Non pas seulement parce que je suis protestant, mais c'est parce que je me rendais compte qu'on était comme dans une situation où on est pratiquement dans la fin de l'exceptionnalisme protestant. Les protestants étaient des exceptions, mais aujourd'hui... Des modèles. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus vraiment le cas. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les autorités de l'Église évangélique du Congo, les autorités actuelles, ont centré leur mandature, c'est-à-dire la mandature 2021-2024, sur le thème le relèvement de l'Église. On ne relève que ce qui est par terre. On va y ne peut relever que s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont selon vous les raisons qui expliquent ou qui sont susceptibles d'expliquer la mutation de l'éthos protestant? Merci beaucoup. C'est carrément ma thèse. Voilà, c'est carrément ma thèse. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent aujourd'hui expliquer la mutation de l'éthos protestant. Je commence par exemple par l'incidence de la multiplicité des instances de socialisation sur le comportement des acteurs sociaux aujourd'hui. Vous savez que par le passé, nous avions, on avait les instances, elles sont d'ailleurs là, les instances classiques. Vous avez la famille, la cellule de base, vous avez l'école et vous avez l'église. Qui était là pour la socialisation des acteurs sociaux. Ces instances-là se relayaient. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, ces instances-là sont mises à rude épreuve. À rude épreuve. Au niveau de l'Église, on prêche la parole, on fait la promotion des valeurs morales et éthiques, mais les réseaux sociaux disent quoi? Les individus aujourd'hui sont pris en étau entre ces instances classiques-là et les nouvelles instances incarnées par les réseaux sociaux. On parle aujourd'hui de la mondialisation culturelle. Il y a un auteur, c'est Bernard Lahire, qui parle de la socialisation plurielle
Vous êtes contre l'arrivée des réseaux sociaux? Non, 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 pas contre. Pas contre l'arrivée des réseaux sociaux. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant des fake news. Est-ce que les fake news là, c'est quelque chose de bien? Ça, c'est le mauvais côté. Hein. Oui, c'est le mauvais côté. Je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont mauvais. Attention, attention, attention. Parce qu'il y a des attention. médias dans les réseaux sociaux. Effectivement, attention. C'est surtout ce côté négatif-là. Et puis, c'est ça ce qu'on reproche à ces nouvelles instances. Donc, ils sont en train de mettre à rude épreuve les instances classiques, c'est-à-dire la famille, l'église et l'école. Aujourd'hui, l'éducation des acteurs sociaux n'est plus seulement l'apanage des instances classiques, mais aussi de ces nouvelles formes des instances de socialisation. Une autre raison, c'est aujourd'hui la conversion de l'éthos des vocations qui caractérisait l'église évangélique du Congo à l'époque en un éthos de professionnalisation ou de fonctionnariat. Aujourd'hui, on est dans un environnement où le chômage des jeunes constitue un enjeu social majeur. Les jeunes finissent au niveau de l'université, ils finissent avec les études, mais ils n'ont pas souvent de débouchés. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tous les moyens sont bons. Il y a certains jeunes qui s'orientent vers le ministère pastoral. Ils y vont non pas nécessairement par vocation. Il y a certains qui y vont par vocation. C'est vrai que c'est difficile de le démontrer. Ils y vont pas non nécessairement par vocation, mais ils y vont davantage par stratégie d'insertion professionnelle. Et là, Nietzsche le dit, hein, c'est un philosophe allemand, il est dit dans le Gai Savoir, hein, c'est un de ses ouvrages, dans le Gai Savoir, il dit, je le cite, « Chercher du travail en vue des salaires, voilà en quoi tous sont égaux dans les pays civilisés. » Pour eux tous, le travail n'est qu'un moyen, non pas le but en soi. Aussi sont-ils peu raffinés dans le choix du travail, qui ne compte plus à leurs yeux que par la promesse du gain, pourvu qu'il en assure un appréciable. Ça voudrait dire quoi, rapidement? Que les gens s'engagent pour un certain nombre de métiers, non pas parce que ces métiers constituaient une aspiration pour eux, mais c'est parce qu'ils sont contraints de faire pour essayer de faire face aux besoins. La dernière raison que je cite comme ça, ce sont les mutations sociales. Les mutations sociales qui affectent le monde, qui affectent également le Congo. Ces mutations-là n'épargnent pas l'Église. L'Église évolue dans une temporalité qui est la même que celle du Congo, dans laquelle elle est en train de se mouvoir. L'Église ne fonctionne pas ou n'évolue pas sur une île. Elle est dans cet environnement. Mais cet environnement-là, il est comment? Aujourd'hui, vous m'avez posé la question en amont sur la société. Donc, êtes-vous d'avis avec ceux qui affirment que la mutation de l'éthos protestant serait imputable au contexte social actuel, contexte qui fait diverses mutations? Exactement, exactement. La mutation de l'éthos protestant est en partie justifiée par les mutations sociales actuelles qui affectent et le Congo et l'Église. Alors, qu'est-ce qui explique cela et pourquoi? Mais les raisons, c'est les mêmes que j'ai eu à vous évoquer. C'est ça. Est-ce que le fait, vous aviez évoqué parfois le choix des pasteurs. Alors, est-ce que pour certains postulants ou hommes de Dieu, entre guillemets, d'autres diront serviteurs de Dieu, de faire du ministère pastoral un métier à défaut, entre guillemets bien sûr, avec la conversion de l'éthos de vocation en éthos de professionnalisation et de fonctionnariat, n'est-elle pas en partie responsable de la mutation de l'éthos protestant aujourd'hui? Exactement, exactement, exactement. Exactement, c'est l'une des raisons, à mon entendement, ça peut toujours être discutable, qui ont fait que... C'est un problème d'homme. Oui, oui, qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une mutation de l'éthos protestant. Le problème se pose à quel niveau? Vous avez le chômage des jeunes qui a pris de plus en plus de l'ampleur. Bon, les uns et les autres veulent avoir un débouché. Quand on s'engage pour le ministère pastoral,
non pas parce qu'on est mu par vocation, on s'engage par stratégie d'insertion professionnelle, il arrive que dans la pratique pastorale, on manifeste des comportements déviants. On ne va pas parce que on est appelé. Est-ce que ce n'est pas la faute aux anciens qui n'ont pas relayé le message, qui n'ont pas su encadrer ceux qui venaient? Est-ce qu'il n'y a pas eu démission des anciens? Bon, oui et non. Parce que vous savez, quand on parle de l'époque du Kédika, ça a commencé, je vous ai parlé de ça, le 19 janvier 1947. Ça, c'est le jour où il y a eu réveil au niveau de l'église évangélique du Congo. Cette étoffe-là a été perpétuée pendant un certain nombre de décennies, peut-être 2, il y a d'autres qui disent peut-être 3 décennies. Bon, et ces acteurs qui ont vécu l'époque du Kédika-là, de plus en plus ne sont plus là. Cette transition-là ne s'est pas bien passée avec tout ce qui est arrivé. Je vous ai parlé des mutations sociales. Ça met l'Église dans une situation très très difficile où elle n'arrive véritablement plus à perpétuer cet ethos qui a caractérisé les chrétiens de l'Église évangélique du Congo de l'époque. Docteur, est-ce que le manque d'objectivité et de transparence dans le choix des futurs hommes de Dieu n'est-il pas en partie responsable de ces mutations? Bien entendu, bien entendu. C'est à peu près comme ça se passe dans le monde païen. C'est ça. Aujourd'hui, il y a le pasteur François Mabunda qui a écrit un bel article là que j'ai lu dans le chemin à l'époque sur il parle des 10 critères, des critères, hein, je ne sais pas si c'est 5 critères pour devenir pasteur au sein de l'église évangélique du Congo. Et là, il est même en train de déconstruire ça. Il dit qu'il suffit simplement d'aller suivre la formation théologique, d'introduire les dossiers et espérer être intégré au niveau du ministère pastoral. Le problème, c'est lequel? C'est que comme ça se passe un peu dans le monde païen, il y a parfois, je relativise mon propos, je ne voudrais pas qu'on puisse l'instrumentaliser, il y a parfois du sentimentalisme dans le choix des futurs hommes de Dieu. Pas de transparence. Parfois, il manque de transparence et d'objectivité. Parfois, il faut être pistonné. Il faut bien suivre mes propos. Je dis parfois, je relativise mon propos. Donc pour vous, comment ça devrait se passer? Bon, vous proposez quoi? C'est délicat. Bon, attention, moi je suis sociologue. Le sociologue, si je parle en tant que sociologue, vous avez creusé, vous avez mis en lumière. Et je vous pose exactement. Exceptionnellement. Voilà. Avant de répondre, je voudrais d'abord essayer de nuancer, lever cet équivoque-là, parce que moi, je suis sociologue, je ne suis pas le médecin de la société. Voilà. Si c'est en tant que chrétien de l'Église évangélique du Congo, et c'est ce que j'ai même promis, je pourrais faire une synthèse pour donner au niveau de l'exécutif de l'Église, pour qu'il puisse exploiter un peu ma thèse. Mais en tant que sociologue, je ne propose pas de solution. Parce que le sociologue... Vous ne jugez pas. Non seulement ne juge pas, il n'est pas le médecin de la société. Il révèle les faits. Il est là pour révéler les faits. Il ne donne pas les solutions. Il ne donne pas les solutions. Seulement... Même si vous avez vos idées. Non, seulement quand on vous choisit ou on vous appelle pour faire une étude, là, ce n'est pas la recherche. Ce que j'ai fait, ma thèse, c'est une recherche pour faire avancer la connaissance. Mais une étude, on l'a fait sur un problème précis et assorti des préconisations. À ce moment-là, on pourrait faire naturellement les préconisations. Donc, la marchandisation des rapports sociaux ou la transformation de ceux-ci à des rapports marchands n'a-t-elle pas concouru à la mutation de l'éthos protestant? Effectivement. Effectivement, la marchandisation des rapports sociaux, des rapports sociaux aujourd'hui, est l'une des raisons qui ont concouru également à la mutation de l'éthos protestant. George Simmel le dit. Ici, il s'agit de l'influence de l'argent dans les rapports sociaux. Qu'il s'agit de George Simmel, qu'il s'agit de Karl Marx, en tout cas, et même de Michel Donner. Ils disent que l'argent, c'est l'autre homme. Et Simmel le dit que c'est le Dieu d'ici-bas.
Dieu d'ici-bas, ça doit être Karl Marx. Le Dieu d'ici-bas, l'argent. Et Michel Joner l'appelle maman, c'est-à-dire le rival de Dieu. L'argent est devenu une divinité auquel les acteurs sociaux aujourd'hui rendent un culte. Tout est centré sur l'argent. L'argent gouverne le monde. L'argent gouverne les rapports sociaux. Est-ce que c'est faux? Comment? Est-ce que c'est faux? C'est faux? Mais je ne dis pas que c'est faux. C'est-à-dire que je suis en train de déconstruire parce que vous m'avez posé la question de savoir si la marchandisation des rapports sociaux n'avait pas eu à concourir à la mutation de l'ethos protestant. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. On voit aussi dans nos propagandes ici, pendant les campagnes électorales, on voit que l'argent coule à flot. Il n'y a pas de programme, mais il y a l'argent. Bon, ça, vous n'en parlez pas. Vous le dites. En tant que journaliste, vous avez observé. Moi, je ne porte pas... En tant que sociologue, non, vous ne voyez pas. Ça, je sais que dans nos sociétés, il y a ce qu'on appelle l'achat des consciences. L'achat des consciences. Hein, dans nos sociétés, ce n'est pas seulement l'apanage du Congo. Vous avez des retenues quand il s'agit politique? Non, peut-être pas de retenues parce que quand il s'agit de déconstruire la réalité, ça ne fait pas partie des mutations sociales? Bien entendu. De ce côté-là, il n'y a pas de mutation? Bien entendu, il y a des mutations. Mais le problème, c'est que je n'ai pas fait une étude sur ça. Je ne peux pas venir vous répondre sur ça, alors que je n'ai pas fait des études sur ça. Mais toujours est-il vrai que je reconnais qu'il y a dans nos sociétés l'achat de conscience et puis la corruption. Ce n'est pas l'apanage du Congo, ça concerne... Docteur Richard Macaire Lingo, nous allons presque vers la fin de notre entretien. Alors, pourquoi la mutation de l'ethos protestant constitue un fait social ou un phénomène global, comme vous le dites dans votre thèse? Effectivement, merci. En fait, si dans ma thèse je dis que la mutation de l'ethos protestant constitue un fait social total ou un phénomène global, fait social total, c'est une expression forgée par Marcel Mauss, qui est un sociologue, même un ethnologue, et qui a été même repris par George Gervis dans sa théorie de la saisie de la réalité sociale par aller en profondeur. Je reviens maintenant à la question que vous m'avez posée. La mutation de l'ethos protestant constitue un fait social total parce que son étude, quand j'ai eu à étudier, faire cette recherche-là, je me rends compte que cette recherche m'a permis de comprendre le fonctionnement de la société congolaise dans sa globalité. Voilà pourquoi je dis que la mutation de l'ethos protestant constitue un phénomène global. Ces différentes facettes m'ont permis de mieux comprendre la société congolaise, de mieux comprendre son fonctionnement, les différentes sphères du fonctionnement de la société. Est-ce que l'ethos protestant du Congo, c'est le même cas que vous aviez remarqué ailleurs, ou votre thèse ne concerne que l'Église du Congo? Bon, j'ai fait ma thèse sur l'Église évangélique du Congo, avec des incursions. On peut parler en termes d'incursions dans certaines églises de réveil, ou encore, j'ai pris un exemple, là j'ai cité, au niveau de l'église baptiste du Cameroun, ça c'est quelques incursions, mais mon champ, c'est le EEC, mon champ, l'église évangélique du Congo. L'église évangélique du Congo, pour revenir sur la question que vous avez parlé de l'éthos protestant. C'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel et ça, Max Weber l'avait dit. Ce n'est pas... Même celui qui est en Suède a changé. Voilà, non, je n'ai pas dit que c'est... Non, j'ai fait l'étude sur l'église évangélique du Congo. Je ne peux pas dire que ça a changé en Suède alors que je n'ai même pas fait une étude là-bas. Je parle de l'éthos protestant. L'éthos protestant, c'est une caractéristique des protestants. C'est une manière de faire des protestants. Comme on peut parler aujourd'hui de l'éthos des étudiants, la façon de faire des étudiants, de l'éthos des bourgeois. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Voilà, l'éthos des témoins de Jéhovah. Voilà, l'éthos militaire. L'éthos est assujetti parfois à un cadre bien déterminé. D'accord. Voilà, on peut parler de l'éthos bourgeois. Comment est-ce que comment les bourgeois vivent? On peut parler de l'éthos ouvrier. On peut parler de l'éthos des étudiants. De l'école militaire.
Voilà, par exemple, tu peux parler de ça, ça fait dans un sens un peu plus... Alors, on a évoqué tout à l'heure, à la dernière question que je vous ai posée, l'effet social ou phénomène global. Alors, quelle différence faites-vous entre un fait social et un phénomène social? Bon, au sens où nous faisons... Le fait social, phénomène social, voilà, au sens vous où ne jouez pas avec les mots, j'espère. Je pense que, pour faire simple, dans le sens de notre recherche, il faut les prendre comme des termes synonymiques, même s'il y a une petite nuance entre les deux. Il faut, tels que nous les avons utilisés dans notre travail, il faut les prendre carrément comme des termes synonymiques. Voilà. Alors, nous allons presque à la fin de notre entretien. Docteur Richard Macaire Lengo, quelle est votre lecture sur le phénomène, entre guillemets, appelé bébé noir? Moi, je pense que ces phénomènes constituent aujourd'hui un outil, hein, pour lire les sociétés, nos sociétés. Nos sociétés, pour moi, c'est lié à plusieurs causes. Il y a d'abord la démission de l'autorité parentale dans la socialisation. Il y a également la responsabilité des pouvoirs publics dans l'éducation. Donc il faut le saisir, chercher à l'appréhender à ce niveau-là. Au niveau des parents, ils sont réduits au silence parce qu'ils n'ont pas de moyens pour certains. Ils ne peuvent donc pas subvenir aux besoins de ces enfants-là. Ils les lâchent. Et quand ils vont dans la société, comme il y a parfois un problème de fragilité du contrôle social, et puis ça donne ce que ça donne. Parfois, ces enfants, quand on fait des constats, vivent avec des grands-parents, les grands-pères, grands-mères. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai jamais fait une étude sur ça. C'est le constat. Hein. Je sais il vit chez son grand-père, chez sa grand-mère. J'ai un collègue... qui n'a pas parfois sa pension, qui n'a pas cette force de... Oui. En partie, c'est lié à la précarité des conditions de vie, mais il ne faut pas prendre la raison économique comme... l'une des raisons. L'unique raison qui justifie un peu l'émergence de ce phénomène de bébé noir là. Ce n'est pas seulement la raison économique, même si je suis convaincu que c'est l'une des raisons fondamentales qui ont fait qu'il y ait émergence de ce phénomène de bébé noir. Juste avant de finir, on a parlé de beaucoup, vous avez évoqué l'argent, en quelques mots même diaboliser l'argent. Que représente l'argent pour vous? C'est quoi l'argent pour vous? Je vous réponds en citant, je ne sais pas si c'est le sens commun qui le dit, que l'argent, c'est un bon serviteur, mais aussi un mauvais serviteur. L'argent nous permet de vivre. Il faudrait que nous puissions contrôler l'argent. Mais si nous nous faisons contrôler par l'argent, à ce moment-là, comme l'a dit je ne sais pas qui, que l'argent est un dieu. Voilà, hein, nous tendons pratiquement vers la dérive. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.